tous et merci d'être venus nombreux assister à cette conversation en public, comme nous l'avons nommé. Donc je tiens à remercier la mairie de Port-la-Nouvelle, monsieur le maire, ainsi que madame Marin, le service culturel et Sandrine et Sophie, d'avoir permis d'organiser cette conversation publique avec Vivien Reynal. Donc nous sommes ici dans le cadre de son exposition intitulée Solitude parallèle. J'espère que vous avez eu le temps de faire un peu le tour de cette exposition. Cette exposition est visible jusqu'au 27 avril et vous serez donc invités à revenir certainement. 29. C'est toi? C'est là? Ok. D'accord. J'avais pas les bonnes sources, ça commence bien. Voilà. Comment perdre toute crédibilité en 2 secondes. Donc, je remercie aussi bien sûr Vivien Reynal de se prêter à ce petit exercice qui n'est pas forcément évident pour un artiste et qui est plutôt confortable pour moi parce que cette fois c'est pas moi qui vais parler. Donc c'est plutôt confortable. Voilà, donc ce sera une interview un peu informelle, comme une discussion qu'on aurait pu avoir tous les deux autour d'un café, hein, quelque part. Et donc on va échanger ensemble aujourd'hui autour tout d'abord du parcours de Vivien, mais aussi de son approche technique, son approche artistique. Et ensuite, nous verrons également quelles sont ses influences. Et donc, à la fin de cette discussion, bien entendu, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions qui vous passent par la tête à l'artiste ici présent, qui se tiendra à votre disposition. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer cette discussion. Ça va ? Oui. Oui, bon, très bien. Donc, on peut peut-être commencer par te demander ton parcours et en particulier ton enfance. Je crois que tu n'es pas complètement inconnu à Port-la-Nouvelle. Oui. Donc en plus c'est Madame Argence, c'est ma prof de CP. Donc ça remonte. C'est quand même vous qui m'avez appris à écrire et à lire, c'est quand même pas mal. Donc oui, je dis on parce qu'avec mes frères, on est vraiment d'ici, on a grandi ici, et on a baigné, mes frères et moi, très vite entre la musique et la peinture, parce que mon père, ceux qui connaissent, était musicien et à cette époque-là faisait encore de la musique et il commençait à peindre, à expérimenter. Donc on a été témoin de tout son cheminement et ses recherches. Et voilà, être influencé sans même s'en rendre compte dans cet univers, par cet univers-là. Donc un univers artistique, pluridisciplinaire. Oui. Oui, et très. C'était déjà une façon d'être dans un cocon en fait, et de se transporter dans des univers parallèles déjà très tôt. Même on écoutait, mon père écoutait du jazz ou du rock progressif où c'était déjà bien barré, où je me souviens même on passait des heures avec Maxime à regarder les pochettes des vinyles tellement les visuels étaient travaillés et on pouvait passer des heures déjà à rentrer dans ces univers là, donc c'était déjà des mondes parallèles, c'est certain. Donc ton parcours commence, on va dire, plutôt à travers la musique, mais tu dessines aussi beaucoup déjà en tant qu'enfant, adolescent. Oui, en fait, enfant, moi c'est vraiment le dessin et le cinéma qui me passionne et qui m'anime, et très vite, même au niveau technique, je sais, avec les petites voitures, je me dis comment on peut mettre la caméra, comment on peut... des caméras que j'avais pas forcément, mais après, comment on faisait de la musique, et comme on en a parlé déjà, moi je voulais faire de la BD, et
On est dans les années 90. Quand il faut faire un choix pour aller au lycée, il n'y a pas encore tous les métiers qu'on a aujourd'hui. Ça peut être dans le jeu vidéo, dans les effets spéciaux, dans la com, où il y a plein de métiers visuels. Et là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Et je me souviens de la tête de la dame conseillère d'orientation quand je lui dis que je veux faire de la bande dessinée. Bon, je lis dans son regard que faut pas trop y croire. Et comme on faisait de la musique avec mes frères, mon frère Maxime était parti déjà à Perpignan au conservatoire et faire l'option musique au lycée, c'était quand même plus tangible. Et voilà. Et c'est la musique qui a pris le dessus. Et je dois dire quand même aussi qu'en option art plastique, il y avait beaucoup de gens... sans faire de clichés, mais il y avait beaucoup de dread, beaucoup de joints, Sarwell, et je me reconnaissais pas trop dans cet univers. Ça jouait au Diabolo toute la journée. Je vois. Donc du coup, ça m'a fait peur en fait. Je me suis dit bon, si être artiste c'est ça, j'ai pas envie. Voilà. Donc la musique, c'est la porte d'entrée, on va dire, dans ton univers artistique, en tout cas la première porte d'entrée. Et cette porte d'entrée t'amène à voyager. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes voyages ? Oui. En fait, c'est le premier. Donc grâce à la musique, donc je finis mon parcours jusqu'au bac option musique avec le conservatoire aussi. Et après le bac, moi j'ai de suite l'envie il faut qu'il se passe un truc. Il faut qu'il se passe un truc dans ma vie. Je peux pas juste dire je reste à Perpignan ou j'en sais rien. Bon, Dieu merci. Et donc du coup, mon prof de batterie au conservatoire avait fait ses études aux États-Unis et j'avais envie de faire pareil. Donc je me renseigne un petit peu. Heureusement que mes parents ont suivi aussi l'idée et l'envie. Et je pars faire, après mon bac, l'année d'après, faire déjà un petit semestre. C'est des semestres de 4 mois dans une école privée de musique à New York. Voilà. Et là, c'est vraiment le premier... c'est la première claque en fait, et qui a déclenché après tout ça. Tout. Non seulement parce que, c'était encore une ville. Bon, ça a un peu changé aujourd'hui bien sûr, mais c'était une ville qui était encore vraiment folle et un peu. J'aime pas dire un peu sale, mais un peu pas carte postale quoi, en tout cas. Et avec des gens bizarres, avec je sentais qu'il y avait plein de personnalités, plein d'histoires, plein de choses comme ça, et immédiatement je me suis dit waouh, là il y a un truc qui me parle. Et autant voilà, en ayant évidemment étant baigné par le cinéma et par les peintures de Hopper quand on était plus jeune, tout d'un coup on se retrouve là au milieu de New York et on ressent quelque chose de familier, en tout cas un truc dans lequel on a été on a grandi en tout cas, mais c'est les histoires des humains déjà moi qui me fascinent, et c'est ce qui m'a donné après envie de voyager, continuer à bouger, mais surtout dans des grandes villes où ça fourmille d'humains quoi, et tous plus bizarres les uns que les autres, et de suite je sens que j'ai envie de parler de ça en fait. Je sais pas encore comment, mais ça m'interpelle en fait. Pour reprendre le titre de l'expo, c'est tous ces mondes parallèles qui se côtoient et qui se traversent, qui s'entrechoquent, qui se voient pas, et de suite on capte ça, surtout dans des villes où quand j'étais à Barcelone c'est pareil, quand ça fourmille d'histoires, on essaie de capter des bribes des gens qu'on voit, et on imagine leur vie, on imagine des choses, mais on voit déjà, moi ce qui m'attire, l'aspérité, et pas la beauté ou plus la texture.
Donc c'est en 2018 que tu te consacres exclusivement aux arts visuels. Oui. Est-ce que je peux te demander pourquoi les arts visuels? Parce que bon, après il y a tout un cheminement, parce que même si j'avais opté pour la musique, le visuel m'a jamais quitté en fait. J'ai toujours fait toujours fait du montage, des courts-métrages, de la photo, de la 3D, bon, toujours en bidouillant des images et des choses comme ça. D'ailleurs, très vite, ce qui me plaisait, c'était bidouiller des trucs, assembler des vidéos, assembler des choses. Mais c'était vraiment pour m'amuser. Et en fait, je dis en général, mais on a une capacité à se limiter assez extraordinaire quand même, nous les humains, parce que je prenais tellement plaisir à faire ça, le visuel, et pour moi c'était tellement un jeu, c'était tellement un exutoire ou un truc qui me faisait du bien, que j'ai même pas pensé que ça pouvait être ça. C'était tellement un jeu que je le voyais comme un jouet en fait, et pas quelque chose de sérieux. Bon, voilà. Après, il a fallu du temps pour se dire tiens, peut-être qu'avec ce jouet, je peux en faire quelque chose. Et donc, petit à petit, bon, la musique aussi, c'est une industrie qui, depuis que les CD se vendent plus, c'est quand même un business qui est très difficile, et c'est très difficile même sans parler d'en vivre, mais d'avoir un discours qui peut être entendu, de trouver des lieux. Enfin, c'est une industrie assez complexe, et je me retrouvais plus du tout là-dedans. Et j'ai eu envie de jouer avec mon jouet d'enfant, qui était vraiment l'art visuel. Et quand j'ai commencé à assembler, enfin à le considérer comme quelque chose de sérieux, à travers lequel je pourrais exprimer tout ce que j'avais envie d'exprimer depuis longtemps, que je n'étais pas arrivé à faire en musique, là ça a été un peu un déclic. Je me suis dit waouh, ça y est, j'arrive à figer ce que je cherchais à figer depuis longtemps, et j'arrive toujours pas à mettre des mots sur ce qui m'anime. C'est très difficile, une espèce d'émotion un peu subtile ou fragile, je sais pas, mais j'arrive à mettre des images dessus, et déjà ça fait du bien. En fait, tout ton parcours musical et tous tes voyages t'amènent ici aujourd'hui comme une espèce de synthèse, quelque part peut-être, de Ah oui, ton parcours. c'est l'alchimiste en fait, c'est vraiment ça. Tu pars faire plein de choses, récolter, se connaître aussi soi, et on en parlait le jour du vernissage, mais c'est super symbolique que l'aboutissement du truc il soit ici. Je veux dire, ça peut pas. C'est quand même une évidence. Et effectivement, c'est tout ce parcours qui est un parcours qui peut être complètement. C'est assez bordélique en fait, mais qui était animé par cette espèce d'émotion que j'arrivais à ressentir dans des endroits, ou dans des histoires en tout cas, ou dans des lieux, tout en cherchant comme une espèce de boussole en fait, et sans savoir. Après, en tant qu'artiste, c'est très difficile quand tu n'arrives pas à le figer ou à l'exprimer en tout cas, parce que j'ai essayé de le faire en musique pendant des années, et j'arrivais pas à figer ce sentiment, en tout cas cette émotion, mais j'ai pas baissé les bras. Je me suis dit tant pis, on va où le vent me porte, et je me disais un jour j'arriverai à en faire quelque chose. Donc c'est un peu comme si je remplissais le disque dur d'infos, et je me suis dit un jour je vais arriver à en faire quelque chose. Mais j'ai jamais perdu l'espoir d'en faire quelque chose, même si ça a été... C'est assez difficile en fait d'être animé par quelque chose et d'être incapable de le sortir ou de le partager, parce qu'on a besoin de le partager quand même. Parce qu'on se dit quand même, c'est comme si tout d'un coup tu vibrais d'une certaine façon, et cette vibration tu as envie de la partager parce que c'est chouette, parce que ça amène des questionnements, ça amène une façon de voir le monde aussi, même si elle est pas, il n'y a rien
c'est pas forcément original ou quoi que ce soit, mais tu as envie de partager cette émotion-là et d'arriver à le faire, c'est quand même assez extraordinaire. C'est pour ça qu'en plus, comment on abordait, alors c'était peut-être ta question d'un peu plus tard, comment j'avais pensé mais on en parlera tout à l'heure. Par rapport à ça. Je suis ton plan. Oui, bon, en même temps, on peut aussi faire des petits pas de côté. Justement, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans le vif de ton travail. Peut-être d'abord en abordant l'aspect technique, pour que ce soit clair un peu pour tout le monde. Comment est-ce que tu construis tes images techniquement, dans un premier temps? Alors, là c'est bien parce qu'on voit là en tout cas je parle pas du travail vidéo, hein, mais dans ce qui est vraiment accroché, il y a vraiment 3 types de travail. Il y en a qui sont vraiment des photos. Alors des photos qui sont évidemment mises en scène. Tout est mis en scène, hein, à part peut-être 1 ou 2 photos volées, mais sinon c'est vraiment pensé comme une scène de film. C'est pensé comme une scène de cinéma où je dessine la lumière, je dessine les personnages, je vais placer telle caméra, tel truc, et donc c'est vraiment pensé comme ça. Mais donc il y en a qui sont que de la photo, il y en a qui sont des mélanges de 2 photos, des fois 3, mais ça reste quand même que de la photo. Et il y a une 3e catégorie, il n'y en a pas beaucoup, il y a ces deux-là et celle avec la maison en feu qui sont à peu près la même série, comme ça, de nuit, et ça c'est fait que à l'ordinateur. Il n'y a pas de photo. Il peut y avoir une petite photo qui est incrustée, mais sinon c'est fait en 3D, vraiment comme un décor de ciné en 3D. La cabine téléphonique, par exemple, j'aurais beaucoup aimé en avoir une vraie et faire une vraie photo. Mais en fait, l'idée, ça peut aborder aussi la façon pourquoi je travaille comme ça, c'est parce que moi je pense vraiment plus comme si je peignais en fait, et quand on peint, voilà, tout d'un coup on a une vision, on a envie de le dessiner, et il se passait 2 choses, c'est-à-dire que soit je deviens frustré parce que j'ai pas les moyens de me payer une cabine téléphonique, j'ai pas les moyens de me payer un décor, j'ai pas les moyens d'aller aux États-Unis tous les 3 mois pour prendre des photos, et je deviens frustré. Soit je me dis, on est en 2023, il y a des outils extraordinaires qui existent. Dans le cinéma, on se gêne pas pour les utiliser. Pourquoi en photo on les utiliserait pas? Et donc je fais c'est la même approche qu'en cinéma, quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas tous les décors, on met un fond vert et on incruste après. Et c'est vraiment cette pensée-là, mais en même temps, c'est la façon dont j'ai toujours travaillé en bidouillant pour m'amuser. J'ai toujours bricolé des images et je trouve ça important enfin pas important, mais ça fait partie de mon langage en fait. Donc et ça permet d'avoir aucune limite. Parce que moi, il y a des photographes que j'admire, mais ils doivent mettre 20 000 € par photo, des fois. Ils louent un studio, il y a de la lumière en pagaille, il y a 20 personnes qui travaillent dessus. Si un jour je peux faire ça, je ne me gênerai pas. Mais en attendant, je fais avec les moyens du bord. Et j'en parle juste parce que... même si on en parle tout à l'heure, je t'avais mis dans les influences qui sont pas forcément que visuelles, mais j'avais abordé le fait des films de série B. Et alors, dans la pop culture, ce qu'on a appelé les films de série B, c'était les films d'horreur un peu cheap et tout ça, mais les films de série B, c'est pas que ça. C'est vraiment des petits studios qui produisaient des petits films pour les petits cinémas de campagne qui pouvaient pas louer des bobines trop chères. Et ce qui est intéressant dans le cinéma B, enfin dans les films de série B, c'est parce qu'il y avait justement ces contraintes-là. On n'a pas beaucoup de budget, on n'a pas beaucoup de bobines, on n'a pas beaucoup de pellicules, on n'a qu'un plan, il ne faut pas le rater, comment on fait? Et il y a ce côté bricole un peu et qui pousse la créativité en fait, parce que on a des budgets super limités et on fait comme on peut pour avoir un résultat. Et moi je suis fasciné par tous ces films qui sont pas du tout connus, qui sont tombés aux oubliettes avec aucune vedette ou aucun parce qu'il y a ce côté-là en fait, il y a ce côté plus fragile et plus créatif en tout cas. Par les contraintes, il y a ce truc-là et j'aime bien finalement les penser comme un truc de série B en fait.
Donc on verra quelques images potentiellement ouais. dans la partie suivante. Justement, en venant à cette fameuse question de la sélection, comment est-ce que tu as sélectionné les images qui sont exposées ici à l'espace Broncy? Alors, ça pas, comme tous les artistes, j'imagine, ça n'a pas été très facile, mais je l'ai pensé de suite, même si c'est une première expo, je l'ai pensé vraiment comme une rétrospective. Ça m'a aidé à faire le choix et c'était super important parce qu'on parlait tout à l'heure de faire la boucle et que la boucle se termine ici et puis qu'elle lance quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, c'était important d'avoir un peu le cheminement de ce qui m'a amené à ça et la réflexion et puis d'avoir un spectre assez large de ce qui... je parlais tout à l'heure de cette vibration, de cette émotion que j'arrive pas à définir. Voilà, ça part du côté un peu avec un peu plus d'humour, un peu plus coloré, un peu plus flashy, un peu plus à la Hockney. On regardera des tableaux tout à l'heure un peu plus californiens, un peu plus pop, et jusqu'à des choses plus réalistes, comme on a de ce côté-là, avec en passant par des nuits américaines ou un peu plus avec des climats à la Hopper ou des choses comme ça. Voilà, c'était vraiment important qu'il y ait quand même ce cheminement et de partager le spectre, ce spectre-là, de cette vibration-là dans son ensemble. Donc ça m'a aiguillé sur ce truc-là. Donc il y a un vrai cheminement intellectuel en fait tout au fil de cette exposition. Oui. Oui, émotionnel en tout cas. D'accord. Oui. Parlons maintenant un petit peu plus des contenus, en tout cas du discours derrière ces images, et en particulier, on va peut-être commencer par le titre, Solitude parallèle. On a parlé des mondes parallèles tout à l'heure, mais la solitude en tant que telle, quelle place occupe-t-elle peut-être au-delà de l'exposition, peut-être même dans ta vie d'artiste? Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est vraiment... je pense que c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité, de mon caractère, et forcément, je l'ai vu chez les autres. En observant le monde, on voit... je commence le texte de l'exposition en disant ça, que voilà, on voit le monde à travers le prisme de son histoire. Donc inévitablement, la solitude et après plus tard même des phases plus dépressives, ça fait vraiment partie de ma vie. Bon, je savais pas ce qui m'arrivait ou ce que je traversais, mais c'est quelque chose quand même, ces moments figés et ces moments, cette vision de la solitude en tout cas. Inévitablement, ça parle de moi, mais aussi de cette façon dont je trouve que ça révèle ce que je trouve beau, moi, dans la vie ou chez nous, les humains, c'est ces moments fragiles, en fait. C'est cette fragilité qu'on cache, ces moments où on n'a pas envie d'être vu, forcément, ou en tout cas pas qu'on n'aimerait pas partager, mais tous ces moments où on est fragile, je trouve que ça a une puissance extraordinaire et ça nous révèle nous qui on est, notre personnalité et finalement ce qu'on est vraiment, notre condition en fait. Et donc c'est ces deux choses qui me fascinent, à la fois la solitude, mais à la fois le fait qu'elle soit parallèle, parce que voilà, on peut avoir une foule enfin, j'en parle dans le texte, mais je sais plus qui c'est qui disait la foule est une solitude, mais je sais plus l'auteur, mais bref, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et le fait, c'était ça aussi dans mes voyages, c'était d'arriver à passer d'un monde à l'autre, de s'imprégner de l'histoire des personnes que je rencontrais, et tout d'un coup rentrer dans leur monde, et à chaque fois d'essayer de dépeindre un monde parallèle, c'est quand même, à travers la solitude, c'est quand même, je sais pas, c'est quelque chose qui m'a beaucoup animé, et c'est les mots que j'arrive à mettre dessus. Après, est-ce que c'est exactement ça? Je sais pas, mais avec les mots qui existent, on s'en rapproche.
Et quelle est ta conception de l'esthétique, si tu en as une? Alors, j'ai pas de conception vraiment. J'ai du mal avec la perfection. J'ai du mal avec la beauté standard. Je trouve ça d'un ennui terrible. Mais bon, après ça c'est vraiment, ça c'est personnel. Et j'aime bien même des fois mettre un truc qui va pas, une perspective qui marche pas trop ou un truc moche. Je me régale de rajouter des trucs juste pour dire ben non c'est pas parfait, non c'est pas c'est pas beau ou non c'est pas. Je trouve ça génial parce que ça renvoie à ce qui m'anime en fait, c'est notre fragilité et une façon de dire ben oui on est fragile, on est comme ça, on n'est pas parfait. Enfin, d'où on a pensé qu'on pouvait être parfait en fait, ou qu'on pouvait faire quelque chose de parfait, c'est de la folie. Et voilà, ça m'amuse de jouer avec ça en tout cas. Est-ce que cette fragilité que tu dépeins et que tu décris n'entre pas en opposition finalement avec le monde dans lequel on vit? Si, bien sûr, bien sûr. Enfin, Dieu merci, on a tous des espaces de liberté il nous en reste encore un petit peu, mais c'est un peu ça. Je pense que c'est ce qui nous rend fous aussi, ou peut-être pas nous, mais ou des générations peut-être des plus jeunes, de montrer tout le temps quelqu'un qu'on n'est pas. Et c'est un peu mon histoire aussi en fait, parce que c'est pas une vengeance, mais moi j'étais, très jeune, j'avais très peur de ne pas être accepté, comme beaucoup de monde et beaucoup d'adolescents. Et on rentre dans les codes et dans le moule parce qu'on a envie d'être validé, on n'a pas envie qu'on nous jette des cailloux. on a envie d'être aimé, et on finit par tous se ressembler. Mais ce qui est drôle, c'est que finalement personne n'a envie d'être comme ça. On fait tous semblant d'être d'une façon qu'on n'a pas envie de. Et du coup, c'est pour ça que je parle aussi de la solitude, parce que souvent c'est qui on est vraiment qui se révèle dans les moments de solitude, ou dans les moments où justement il n'y a plus de caméra ou Dieu ou Dieu. Et où on se révèle et où on apprend à se connaître aussi. Et moi, c'était mon cheminement. J'ai appris à me connaître à travers mes phases de solitude ou mes voyages où je voyageais tout le temps seul. Et c'était clairement en opposition avec le personnage que j'avais inventé, personnage social. Bon, sans avoir des troubles de l'identité non plus, mais on fait tous un peu ça finalement. C'est pour ça que ça parle de ce cheminement-là, et qui est en opposition avec l'image publique qui est de plus en plus étroite, en tout cas j'ai l'impression, ou plus lisse, ou de plus en plus standardisée et codifiée. Et ça me plaît, même quand on reçoit des scolaires. Là, on a commencé cette semaine à recevoir des scolaires et même des enfants, et c'est important d'aborder ça justement, de dire ben oui, c'est pas grave si on est fragile, c'est pas grave si on n'est pas parfait, c'est super important. Je pense surtout aujourd'hui de vraiment l'ancrer, ce truc-là, que la beauté elle est dans tout, et elle n'est pas que dans les stories qu'on fait sur Instagram, même si j'en fais beaucoup. Il y a dans ces images une ambiance qui est différente d'une image à l'autre. Oui. Et au-delà de cette ambiance, je crois que tu as pensé les lieux avec de la musique, ou la musique avec des lieux. Oui. Donc, quelle est la place du coup de la musique dans ce travail? Alors, musique et bruitage aussi. En fait, pour ceux qui découvrent l'expo, il y a en plus, on peut scanner un QR code en fait, qui nous donne accès à une playlist, et il y a une bande son pour chaque image en fait. Voilà, et comme ça on peut l'écouter au casque ou même avec le téléphone. Et l'idée c'était vraiment de rajouter une dimension dans l'immersion,
Parce qu'il y a aussi un côté, comme on disait tout à l'heure, un peu cinéma, dans la mise en scène, dans la présentation, dans le cadrage, dans la lumière. Et encore une fois, il y a aussi un peu cette obsession des mondes parallèles, et qui fait que plus on pousse l'immersion et les outils qui permettent de partir et de voyager. Et je trouve que le son, en tout cas, parce que j'étais musicien pendant longtemps et ça fait partie de ma vie, je trouve que ça ouvre encore plus la porte sur ces mondes parallèles, en fait. Et j'étais pas, même quelques jours avant, on en avait discuté, je t'ai dit, ouais, je sais pas si c'est utile ou pas, je verrai. Et quand je l'ai essayé sur 2-3 photos, moi ça m'a... en tout cas sur moi la magie a marché, donc je me suis dit let's go, on le fait. Parce que ça amène quelque chose, alors sans vouloir trop non plus écraser la lecture, évidemment. C'est pour ça que le mieux c'est de le faire une fois qu'on a vu l'expo, et ça donne une deuxième lecture. Mais il y en a certaines au contraire qui forcent un trait, d'autres qui restent un peu plus en retrait par rapport à ce qui est présenté. Il y en a, c'est juste un petit bruit de vent ou quelque chose comme ça, mais juste ça peut aider à rentrer dans l'univers. Et je l'ai fait aussi parce que c'est souvent ce que je me fais moi quand je vais voir des œuvres, des expos, des musées. Au bout de 5-6 minutes que je suis devant une œuvre, ça y est, tac, il y a le son, ça commence à bouger, on commence à entendre. C'est un peu ce qui se passe quand on rentre dans une œuvre. Et l'idée, c'était de le provoquer un peu, ce truc-là. De le matérialiser. Ouais. Donc c'est une dimension, comment dire, peut-être de voyage supplémentaire. Donc il y a un double voyage par l'image et par le son. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette notion de voyage. Voilà, chaque image, c'est une porte vers un monde parallèle, et le son, le son y contribue. Et on est en train je fais une petite parenthèse avec Maxime qui est là, avec mon frère, on est en train de développer aussi des œuvres en réalité virtuelle. Donc le même travail, mais vraiment en VR, donc avec le casque. Je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé ça déjà. Et pour travailler encore plus l'immersion, parce que là on a terminé un jeu vidéo qui est sorti, donc qui est en train d'être adapté en VR, et le fait d'avoir testé le jeu qu'on a conçu en VR, je me suis dit il faut absolument que j'arrive à en faire, pas forcément ces tableaux-là, mais d'autres, et pour aller encore plus loin dans l'immersion. Et l'idée c'est de faire une galerie virtuelle qui donne accès vraiment à des portails. Donc là, il y a le son, il y a l'image, mais il y a toute la dimension qui peut. Enfin, là, on est en immersion absolument totale. Voilà. Bon, faut juste acheter un casque, mais il y a plein de marques qui sont en train d'en faire, et je pense que dans quelques temps, tout le monde aura ses lunettes chez soi. On pourra voyager, du coup, grâce à ça. Donc tu as recours aux nouvelles technologies dans le cadre de ton travail, en termes d'image, mais pas uniquement, comme tu viens de nous l'expliquer. À ton avis, dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut être soit un moteur, soit un frein, justement, dans le monde dans lequel on vit ? Oui, on en a parlé 1 heure déjà. Non, je veux dire qu'on pourrait en parler des heures. C'est ça que je voulais dire, c'est que là, si on commence à parler sur ces sujets-là, je pense que ça peut faire on peut débattre pendant des heures et des heures. Et merci du cadeau. De rien. Merci de la question. Non, je faisais part à Laetitia tout à l'heure à la fois un peu la fascination de tous ces nouveaux outils qui sont en train d'apparaître. Enfin, tous les jours, il y en a un nouveau. C'est la vitesse à laquelle ça arrive, c'est assez fou. Mais en même temps, j'aime pas dire le danger, parce que ça fait un peu vieux con, mais le questionnement sur qui on est, en fait, au final. Parce que moi, j'ai l'impression que tous ces outils, je sais pas si vous avez vu déjà ce que font les intelligences artificielles en peinture, en illustration, en photo.
Ça aurait pu être fait par une intelligence artificielle, là ce qui est présenté aujourd'hui, mais en 2 clics. C'est-à-dire qu'on tape des mots-clés, voilà, désert la nuit, maison qui brûle, hashtag voiture, boum. Et en 30 secondes, on a une image, quoi. Et alors au-delà du fait que, bon, mais comme beaucoup de choses, ça va mettre des gens au chômage, mais bon, on n'a pas attendu ça pour inventer des trucs qui mettent des gens au chômage. Mais c'est ce que je disais à Laetitia, j'ai l'impression quand même que ce qui nous définit en tant qu'humains, c'est ça. C'est un peu ce qui nous rend précieux, d'avoir l'imaginaire, de créer. Et si ça n'a plus de valeur, après j'ai pas la réponse. C'est même pas un avis, c'est un questionnement. C'est qu'est-ce qui va rester de nous en fait, au final. Mais après est-ce que c'est pas ce qu'on est vraiment, ce qui va rester? Est-ce qu'on ne sait pas raconter des histoires aussi jusque-là? Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est un vaste sujet parce que c'est encore tout nouveau, ça va très vite et je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas. Après, tant qu'il y aura un discours, s'il y a un discours derrière et qu'il y a du fond et que c'est juste un outil, ça servira. C'est pas pire que faire un truc en 3D. Je veux dire, après, même s'il y a moins de travail, mais si ça reste un outil, c'est bien. Mais après, moi, ma crainte, c'est que ça dévalorise complètement qui on est, en fait, tout simplement. Oui, tant que ces outils restent des outils au service d'un cerveau et d'une pensée, à ce moment-là... Oui, parce que là, on en est quand même au stade où on peut écrire des romans, on peut mettre une voix dessus, on peut mettre des images dessus. Bon, enfin, au final... on ne sert plus à rien en fait, à part acheter des téléphones et de la bouffe. Je sais pas. On ne voulait pas plomber l'ambiance, mais... Non, on va rebondir. Mais ça amène plein de questionnements philosophiques, en tout cas, et ça va tellement vite. Alors c'est ce que je disais à Laetitia tout à l'heure, je disais alors est-ce qu'on est rendu au stade, ça y est, des vieux cons qui regardent les trucs nouveaux comme des dangers, ou il y a vraiment quelque chose, je sais pas. Je dis on est peut-être la génération qui a vu le rock'n'roll comme quelque chose de dangereux et puis ça a tué personne. Donc je sais pas. Le débat reste ouvert. Je sais pas si on le verra d'ailleurs, mais bon, en tout cas. Pour en revenir à ton travail en tant que tel, qui n'est pas artificiel, qui n'est pas du tout artificiel. Pas encore. Voilà. On se dégage un certain sentiment de méditation ou en tout cas de réflexion profonde. Est-ce que c'est quelque chose qui te, est-ce que la réflexion profonde, la pensée, la méditation, est-ce que c'est quelque chose que tu as qui t'accompagne dans la création ou Oui, complètement. Parce que l'idée dans le processus de création, en tout cas, pas dans le processus technique, mais dans le processus de création, j'aime bien justement que ce soit pas le résultat d'une réflexion ou d'une pensée, ou en tout cas d'utiliser l'intuition à son maximum. Et moi, j'ai toujours été attiré, ou en tout cas, je pratique la méditation depuis une quinzaine d'années, et je suis assez fasciné par tout ce qui est qualifié d'état modifié de conscience, sans substance, je le précise, mais qui permettent justement d'avoir accès à, ou en tout cas de diminuer la pensée un peu analytique et de laisser l'imaginaire ou le libre cours, ou en tout cas le cerveau, la partie qui crée, la laisser un peu plus tranquille et la laisser nous bluffer un peu. Et c'est vrai que souvent, il y a la quasi-totalité de ce que je crée, c'est dans un état soit de rêve éveillé, soit de méditation, et c'est vraiment des images qui arrivent toutes seules, quoi. Après, je les dessine, je construis le truc pour être le plus fidèle à ce qui est venu, mais j'essaie vraiment que toutes ces images, ce soit le fruit de mon cerveau presque, et pas de moi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, que ce soit pas le fruit de je vais mettre là, je vais mettre un truc là, je vais mettre. Après, je mets des petits détails à la fin. Mais en subconscient.
voilà, vraiment que ce soit le subconscient qui fasse son boulot, parce qu'il est beaucoup plus doué que nous, je trouve, quand on essaie de faire un truc. Et c'est pour ça que forcément il y a quand même une variété dans ce qui est proposé, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le cerveau il marche comme l'intelligence artificielle finalement, c'est-à-dire qu'il va piger dans des souvenirs, il va piger dans des choses qu'on a vues et il va assembler quelque chose. Et dans ces états-là, en tout cas, comme dans les rêves lucides aussi, les choses comme ça, que j'essaie de pratiquer beaucoup, même si on n'a pas il y a des périodes où on n'arrive pas à en rêver. Je ne sais pas s'il y en a qui font ça déjà. C'est juste d'être... c'est un peu se réveiller dans un rêve, en fait. C'est-à-dire tout d'un coup, on réalise qu'on rêve. En général, quand on réalise qu'on rêve, ça nous est tous arrivé, on se réveille. Et là, en fait, on reste dans le rêve. Et là, on se dit, waouh, là, je suis en train de rêver. Là. Et là, on peut observer des choses, on peut observer des détails, on peut observer... des fois, tu te retrouves dans une ville, tu te dis, attends, mais ça, c'est mon cerveau qui est en train de faire ça, c'est quand même extraordinaire. Et du coup, de ramener des choses de ces moments-là, comme des souvenirs ou des cartes postales de ce qu'on a vu, j'essaie de privilégier ça, vraiment. Et que ce ne soit pas du tout le fruit d'une construction intellectuelle, parce qu'il n'y a plus de magie, sinon, enfin pour moi en tout cas. Si tu réfléchis, bon, ça je vais mettre ça là, puis le geste il va être comme ça, et puis le regard il va faire... Non, il faut qu'il y ait un peu quelque chose de surprenant. Et donc j'attache beaucoup d'importance dans le processus de création à ça, à ces états-là en tout cas. Sans substance, je le précise. Merci pour la précision. Au-delà de... Avec substance. Oui, c'est bien connu d'ailleurs. Oui, il y a plein... Enfin bon, on va pas débattre sur les LSD, mais ça a ouvert des portes quand même. C'est pas faux. Au-delà de cet aspect-là plutôt méditatif, on note quand même dans ton travail une large place accordée à l'urbain, à l'urbanité, et pas n'importe laquelle. Oui, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que l'urbain, ou en tout cas ce qui peut avoir de plus crade, il révèle notre fragilité encore, quoi. C'est les choses qu'on ne veut pas montrer, les choses qu'on cache. Et moi, c'est vraiment un truc qui m'a toujours fasciné. Je reprends le truc, quand tu arrives à New York, tu vois pas la carte postale de Times Square, hein. Tu vois juste des routes dégueulasses avec des sachets plastiques partout, un fou au milieu avec écrit « Jésus va arriver », et des mecs qui se klaxonnent dessus, et voilà, on n'est pas du tout dans un... Et ça, moi, ça me plaît, quoi. Ça raconte des choses. Et... ouais, le côté, parce que c'est nous, enfin, je veux dire, les détritus en bord de route, c'est notre façon de vivre, c'est qui on est, mais c'est aussi parce qu'on est comme ça, et c'est tout ce qui symbolise, en tout cas, la fragilité, moi, me fascine, et je trouve ça beau. Voilà. Même le Jésus qui va revenir. Enfin, je ne sais pas si Jésus est beau. En tout cas, c'est peut-être le moment de passer aux influences. Le moment de prier. Ouais. Je te laisse attraper la télécommande. Oui, c'est moi qui gère. C'est toi qui gères ça. Bah oui, c'est toi qui as fait la sélection. On n'a pas. Je suis pas allé dénicher des. Ce que je disais à Laetitia, j'ai pas mis toutes les influences parce que c'est trop compliqué. Puis moi, j'ai juste mis les claques, les grosses claques. Voilà, en découvrant l'article, bon. Et la claque, elle n'est pas que esthétique ou technique, elle va bien au-delà. Quand on prend une claque par un artiste ou une fessée même, c'est toute notre vie qui est remise en question, notre façon de voir les choses, ou certains, comme je te disais tout à l'heure, ils ouvrent, enfin, tu rentres dans leur monde et tu dis mais on a le droit de faire ça, on peut. Et donc là, j'ai mis un peu les claques, en fait. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Là, sur le côté, il y a un petit bouton. Il faut que tu le mettes on-off. Sur le côté de la télé, de l'autre côté, là. Ah oui. Tac. Et après, les flèches, droite-gauche. Genre le mec, il fait des trucs en VR et tout. Ouais, non, mais c'est parce qu'elle est à moi, c'est pour ça. Non, mais... sur le bouton, d'accord. Ah, ben voilà. Le cinéma.
Tadam. Donc bien sûr le cinéma, évidemment, et surtout, voilà, moi je suis... Enfin, le cinéma existe évidemment depuis longtemps, mais enfant, dans les années 80, 90, on a bouffé du cinéma. Mais la claque du cinéma, quand même, moi, elle arrive quand même plus tard. C'est avec David Lynch, forcément. Alors David Lynch, pour la petite histoire, j'avais vu Dune, je crois, quand j'étais ado, et qui n'est pas du tout révélateur de ce qu'il fait, c'est plus une parenthèse. Et j'ai découvert David Lynch par un livre qu'il a écrit sur la méditation, justement, et je l'ai découvert comme ça, et c'est un peu ce qui m'a initié à la méditation, justement, ce qui m'a donné envie de pratiquer la méditation, en tout cas dans un désir de créer, d'inventer. Et dans ce bouquin-là, il y a plein d'anecdotes de tournage. Et en lisant les anecdotes de tournage, j'ai commencé à regarder les films de David Lynch. Et là, je me suis dit, waouh. En tout cas, la vibration dont je te parlais qui m'anime, là, c'était que ça, en fait. Chaque minute, chaque seconde, c'est rempli de ce qui me fait vibrer. Donc, énorme claque. Et aussi la claque dans le sens de se dire, waouh, on a le droit de faire ça. Et on Enfin, ça nous arrive à tous, hein, de juste se sentir moins seul aussi quand on a quelque chose qui nous parle, qui nous fait vibrer. C'est un soulagement aussi. On a le droit d'aborder ces sujets. Donc là, j'ai mis Blue Velvet, cette scène. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Blue Velvet, mais alors je ne sais plus le nom du comédien qui chante là avec la lumière, et le contre-champ de cette scène, c'est ça. Alors on ne voit pas, c'est un peu sombre, mais c'est absolument fascinant. Voilà, c'est une espèce de chambre, voilà, d'un appartement américain, plutôt même années 60 ou même 50, avec des personnes, on ne sait pas trop ce qu'elles foutent là, et ça crée de suite un malaise complètement. On ne sait pas ce qu'on fout là, on ne sait pas si c'est une scène qu'on est en train de rêver. Encore une fois, il y a de la texture, il y a des objets, il y a une espèce d'imperfection justement qui fait qu'on ça montre, c'est ultra mise en scène, mais ça montre aussi quelque chose d'anodin en fait. Et c'est un peu tout ça. Alors là, c'est un peu plus barré. C'est le film qu'il a fait, Inland Empire, qui est vraiment barré là pour le coup. Là, c'est du vrai Lynch bien expérimental, mais on retrouve quand même toujours ces climats. Il y a un peu ces postures aussi de solitude, une espèce de fausse mise en scène. Là, c'est un peu comme si c'était une espèce de sitcom. Bon, après, c'est dans l'inconscient du personnage. Là, c'est un intérieur de Lost Highway qui est, bon, pareil, ça parle de lui-même avec la composition et la lumière et l'architecture qui est complètement incroyable. Ça, c'est une scène de Mulholland Drive qui est, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ce film-là, et qui est, bon, pareil, hein, on part vraiment dans des mondes parallèles, et Lynch aussi, c'est un peu, c'est pas que ce soit décousu, mais on peut sortir du film en se disant j'ai rien compris, mais le message, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Le film, il est là pour être vécu, en fait, c'est une expérience, et on n'a pas besoin de se poser la question. D'ailleurs, Lynch, tout le monde le déteste parce qu'il n'a jamais fourni une seule ligne d'explication sur ce qu'il fait. Il répond toujours que si tu penses que c'est ça, c'est ça. Voilà. Bon, après, il s'emmerde pas au moins. Mais je pense parce que c'est même son processus de création, il n'est pas réfléchi. C'est tout d'un coup, il y a quelque chose, une scène, et la scène elle-même est suffisamment belle ou puissante pour justifier le fait de la mettre. Il n'y a pas besoin d'aller... est-ce que regarder un coucher de soleil, ça a un sens? Est-ce que regarder les étoiles, est-ce que ça a un but? On s'en fout, c'est là et on le vit comme ça. Et c'est cette approche un peu, moi, que j'aime bien chez lui. Voilà, l'inévitable Twin Peaks, bien sûr. Bon, pareil, hein, donc là, c'est vraiment pour illustrer son travail. En m'intéressant à Lynch, je me dis, bon, mais qui est-ce qui l'a influencé, d'où ça vient? Et il y a quand même Bergman qui est vraiment une de ses influences. Bon, là, outre là, j'ai mis ces deux extraits là le travail de photographie sur ce film, il est complètement extraordinaire, et on se demande si on regarde une peinture ou si, et encore une fois avec des tons, des postures, des climats, moi qui me fascinent complètement.
Et bon, là c'est pareil, hein, on sait pas ce qu'on est en train de regarder, est-ce que c'est un tableau mais il y a une espèce, encore une fois c'est très mise en scène, mais il y a toujours quelque chose qui met mal à l'aise parce qu'on ne sait pas trop si c'est un vrai moment qui existe ou est-ce que c'est pareil, encore une fois un monde parallèle ou une scène rêvée. Et donc Bergman qui a beaucoup influencé Lynch, et on parlait de Mulholland Drive tout à l'heure de David Lynch, qui est vraiment très inspiré de Persona. Bon, pareil, hormis. Bon, après, on pourra en parler des heures. Hein, le travail de Bergman, il est plus évidemment sur l'écriture et la psychologie que la photographie, mais c'est toujours quand même accompagné d'une mise en scène et d'une photo qui est assez extraordinaire. Là, ça rappelle vraiment la photo de. J'aurais dû la mettre d'ailleurs de Mulholland Drive. Où il y a exactement le même plan. Voilà, moi dans les réalisateurs aussi, il y a Dario Argento qui est alors là un film des années 70 qui s'appelle Suspiria, qui a été refait. Ils ont fait un remake en 2018. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est plus sur le travail photo. Moi, j'aime beaucoup ce réalisateur et son directeur photo, dont j'ai oublié le nom. Là, on est sur des univers vraiment très flashy, très colorés, presque décousus des fois, même si c'est très construit évidemment. On est plus sur un univers qui met très mal à l'aise en fait. On sort du film sans même parler de l'ambiance sonore ou du scénario. On est sur des choses qui, on ressort, on ne sait pas trop ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti et voilà, et encore une fois, moi, c'est ça qui m'inspire, c'est de ne pas savoir, on se dit, waouh, j'ai vécu un truc, je ne sais pas si j'ai envie d'y retourner, mais j'ai quand même un peu envie, et c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Maya Deren aussi, qui est une réalisatrice, alors c'est les années, ce film-là, je crois que c'est années 30 ou 40, hein. Donc c'est vraiment que du cinéma expérimental, mais pareil, qui a influencé Lynch et beaucoup d'autres. Alors là, c'est vraiment complètement barré, mais moi, ça, c'est un gros coup de cœur ou une grosse claque, parce qu'en fait, on est en 1930, à peu près, je crois, celui-là, et il y a déjà tout. Il y a déjà tous les codes du cinéma, enfin, il y a tout. En fait, c'est complètement fou de se dire que c'était il y a 100 ans. Et il y a déjà tous les codes, les mises en scène, les cadrages, les idées de montage. Elle est toujours voilà, dans des univers très oniriques. On ne sait pas trop si c'est rêvé, pas rêvé. Il y a un côté absurde aussi. Et voilà, on est déjà, c'est à 100 ans et il y a déjà tout est là. Tout est dit. Et je vous encourage vraiment à regarder. Tous ces courts-métrages sont gratuits, ils sont sur YouTube. Alors il y a plusieurs versions parce que tout le monde a mis sa musique un peu. Il y en a, mais il y a les versions originales avec la musique originale et la musique qui était écrite pour être jouée, qui peut être aussi très dérangeante. Voilà, là dans les plus récents, le réalisateur. Est-ce que vous l'avez vu, Drive? C'est un des plus connus de ce réalisateur qui maintenant signe NWR, ce qui est quand même nettement plus facile à dire. Maintenant il s'embête plus. Donc ça c'est une des scènes de Drive, pareil. Alors lui c'est pareil, grosse claque, énorme claque même visuelle et dans la composition, sans même parler évidemment de la mise en scène, mais et lui, ce réal, il a un rapport à l'image qui est assez particulier parce qu'il est daltonien. Et donc lui, ce qu'il anime, la façon de construire une image, c'est le contraste. Il faut qu'il y ait du contraste, sinon, et c'est pour ça que c'est toujours même des couleurs très flashy. On est sur des choses. Bon là, c'est un peu plus classique, mais là, dans cette composition de l'image, en plus quand on le voit dans le film, et tout son travail, même dans son travail plus récent, c'est dans ce film-là qui est Neon Demon, qui est sur Netflix. Il y a des travails de couleurs justement et de contrastes qui sont complètement incroyables et des climats complètement ouf. Ça, c'est des images encore de Neon Demon. Ouais, genre de climat comme ça, là ça pourrait être un tableau, une peinture.
La peinture. Bon, je vais aller vite, hein, parce que enfin, j'aimerais, ce serait cool là, qu'on en parle des heures. Je veux pas. Là, je vais vite, mais il y a Monet. Ça, c'est juste pour la petite histoire. C'est cette œuvre, elle est au musée de Denver. Je crois que c'est le musée d'art moderne de Denver, dans le Colorado. Rien à voir avec Monet. Il y a un Monet qui est accroché quelque part au détour d'un couloir. On ne sait pas ce qu'il fout là, mais bon, il y a un Monet au milieu des trucs un peu plus contemporains. Et je l'ai mis là parce que ce tableau-là, celui-là, vraiment, c'est ma première expérience où je rentre dans le tableau, en fait. Il s'est passé un truc complètement fou. Je pense que j'ai dû rester un quart d'heure devant et tout s'est mis à... Tout d'un coup, ça s'animait, j'avais le son. C'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure. C'est vraiment une expérience. Alors, je ne sais pas pourquoi ce tableau, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, mais c'est la première fois où tout s'anime, en fait. J'entends, j'ai les odeurs, j'ai des trucs qui bougent, et tout d'un coup, je rentre dans le tableau, et donc, grosse claque, parce que je me dis, waouh, en fait, un tableau, ça peut faire ça. Voilà, bon, Hopper est inévitablement sur la solitude et sur les climats américains et cette lumière. Bon, on va pas parler d'Hopper, on connaît suffisamment son travail. Toujours un côté quand même aussi, c'est un certain un peu pas dérangeant, mais on ne sait pas trop. David Hockney. Toute cette période-là, ça c'est que des séries espèces de mise en scène de portraits. Ils sont immenses. Je les avais vus à la rétrospective à Pompidou il y a une dizaine d'années, je crois. Bon, le format joue beaucoup. Hein. Je ne sais pas si c'est du 8 mètres ou 10 mètres ou 12 mètres. Enfin, c'est extraordinaire. Et bon, mais là, on a beaucoup ce truc de l'Amérique un peu années 50, un peu maladroite, un peu flashy, un peu, bon, surtout avec le travail d'Hockney, mais avec des scènes comme ça. Ça, c'est tout un travail de portrait qu'il a fait. Je ne sais pas combien de portraits il a peint comme ça. Et, le travail de couleur, bon, qui est quand même assez typique de son travail. Bon, mais là, un de ses tableaux les plus connus. Il y a ce côté très lumière californienne enfin moi qui me et les couleurs, et lumière qui sont assez extraordinaires. À l'opposé complètement, il y a Hammershøi qui est un peintre danois où là on est plus quasi du monochrome, mais avec toujours un travail de lumière, et on le voit sur cette œuvre là, un côté très très mal à l'aise. Et mais voilà, là on est sur des tons très très froids, mais enfin pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à voir son travail. Ça exprime aussi beaucoup la solitude, et donc voilà, ça parle vraiment. Là c'est pareil, il n'est pas connu, mais c'est un des premiers, bon, hormis le travail de la lumière évidemment de cette époque. Moi je suis absolument fan de cette époque. J'aime bien ce peintre en particulier parce que c'est un des premiers, enfin, je trouve, mais j'en ai pas trouvé là pour la sélection, qui a commencé à mettre en scène des moments de maladresse. En fait, là on le voit, c'est pas un tableau de carte postale, les gens ils sont en train de prendre la pluie dans le visage, dans le truc. Il a peint beaucoup des dames avec des grandes robes, elles descendent les escaliers où elles se tiennent. Il a commencé à mettre en scène un peu la maladresse et on sort du côté cliché et beau, et tout en ayant une esthétique vraiment de son époque. Et voilà, il y a des petits moments comme ça. Alors c'est pas le seul évidemment mais ce que j'aime chez lui, c'est ça, il y a toujours un petit détail qui fait qu'on montre un peu de maladresse et de fragilité. Et encore une fois, chez lui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Bon, il y a aussi des choses de la vie du quotidien. Là, on a un travail de couleur qui rappelle le RWR. Voilà, tout cœur aussi. Ça, c'est le petit clin d'œil, la photo que j'ai fait avec les masques, qui est une scène du métro. Alors, ça n'a rien à voir graphiquement, mais c'est très inspiré du climat de cette peinture de cœur qui, pareil, je crois qu'elle est au MoMA, c'est vrai. Et grosse claque dans l'ambiance. Et puis dans la froideur de nos codes et notre société, notre système.
un peu, voilà, c'est complètement malaisant. Et la photo, bien sûr, et je crois qu'après on s'arrêtera là. Je suis désolé, hein, c'est un peu long. Alors, donc là c'est pareil, première grosse claque, Stephen Shore qui fait, là c'est un de ses premiers travaux photographiques, où c'est à une époque où la photo elle est encore ultra codifiée, il faut respecter les lignes. Académique. Académique. Ouais, mais ultra académique et surtout il faut pas s'amuser à sortir. Et lui il débarque avec ce travail photo où il fait un road trip aux États-Unis et en fait il a cette approche où il dit je vais prendre à des moments de la journée ou des moments un peu au hasard ce que voient mes yeux. Voilà. Normalement, on sait quand même la photo. Voilà, pas de cadrage, pas de mise en scène, pas de. Alors ses yeux, ils marchent plutôt bien, je trouve, parce que on n'a pas tous les mêmes paires d'yeux. Mais et lui, il prend ça un peu dans cette idée, et de casser complètement les codes, et il les sort. C'est pour ça que c'est dans le travail. C'est pour ça que le petit travail photo qu'il y a dans la vitrine, c'était pareil parce que lui, il l'a présenté la première fois sur des murs entiers, avec des tout petits formats comme ça. Il s'est fait laminer, forcément, parce que qu'est-ce que c'est que ce truc-là, c'est pas de la photo, c'est pas de machin. Bon, maintenant, il a eu sa rétrospective au MoMA, ça va. Voilà, il fait un travail, et il commence, moi je découvre, j'ai 20 ans je pense quand je découvre Stephen Shore, et il prend, pareil, en photo, des choses presque même dégueulasses. C'est-à-dire, et je me dis, mais oui, on a le droit de le faire. On a le droit de montrer des choses qui sont belles, mais même dans des moments super anodins et des endroits qui n'ont pas nécessité, enfin voilà, comme des endroits en bordel, des toilettes, de la bouffe. Et il y a un gros travail de texture aussi. D'ailleurs, ce travail, il est appelé American Surface. Donc c'est vraiment la surface américaine. On voit là, par exemple, un motel avec du bois. Enfin, il y a tout le travail, toutes ces textures même maladroites où je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais après j'ai pas réussi à tout trouver, bien sûr. Mais voilà, ça transpire l'Amérique, évidemment, ça transpire ce qu'on n'a pas envie de montrer, l'Amérique des bords de route, la fragilité, et voilà, ça c'est vraiment une grosse claque. Une claque plus récente, Nadia Lee Cohen. Je vais vite là-dessus, mais c'est plus au niveau graphique et esthétique. Elle a fait son dernier bouquin qui s'appelle Woman et qui met en scène des femmes. C'est que des portraits de femmes. Le livre est extraordinaire et le travail photo, il est absolument dingue. Et bah, pareil, il y a quand même toutes ces influences, tous ces codes qui transparaissent. Il y a un travail photo qui est ultra, alors là c'est chirurgical. Là par contre il n'y a pas de... Bon, elle peut se payer, voilà, une mise en scène à 15 000 $ la photo. Mais ça fonctionne. Et ce travail est très 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 fort. Vraiment. Voilà. Là on continue avec Keanu Wolf. Voilà, on ressent encore une fois l'influence, enfin toute la trempe de Stephen Shore. Il y a du Hopper, il y a toutes ces choses anodines et là voilà, on a une couleur complètement improbable. Et encore une fois les textures qui sont super importantes. Là c'est un des derniers, c'est pareil. Bon là c'est très hopperien aussi, très. Alors là c'est pareil, les budgets des photos, je veux même pas savoir, mais c'est complètement extraordinaire. Mais on est sur voilà ce type de photographie et de mise en scène qui est, on sait pas trop ce qu'on est en train de vivre, quoi. Ça met mal à l'aise, ça pose des questions, c'est des moments suspendus mais qui sont comme des faux souvenirs ou des choses. C'est dommage, on voit pas trop la photo, elle est sombre. Et voilà, des mises en scène comme ça, beaucoup de la solitude, beaucoup de dos, hein. Mais comme à Mershoy un siècle avant, comme beaucoup même, toujours ces moments suspendus comme ça et qui pourraient paraître complètement anodins, mais avec une force incroyable. Là c'est pareil, alors cette photo quand on la voit en HD vraiment en grand, il y a un travail de photo, mais c'est extraordinaire là.
chaque pixel, chaque texture, même la peau du personnage, on dirait qu'il est en plastique, on sait pas trop. Enfin, il y a un travail sur les textures qui est complètement fou chez ce type qui travaille avec alors juste là on est sur du moyen format, hein, je pense. C'est les capteurs les plus grands qu'il y a en appareil photo, et bon, plus le capteur est grand, plus on a de l'info. Et tous les photographes vraiment de cette trempe-là travaillent vraiment avec des appareils photo qui captent absolument le moindre pixel, le moindre détail de texture, et évidemment on peut exagérer tout ce travail-là. Voilà, et après, là c'est vraiment vite fait, voilà, moi les trucs qui m'inspirent aussi, c'est les vieux bouquins de cuisine. Avec les photos, il y avait toujours des mises en scène des plats flashy, complètement. Je ne sais pas si vous en reste chez vous, des vieux bouquins de cuisine, et des gâteaux incroyables, des associations de couleurs complètement. Et c'est des œuvres d'art, hein, vraiment. Hein, il y a vraiment les vieux bouquins. Enfin, moi je trouve que ça mériterait même une expo ou un truc. Ça fait partie vraiment de la pop culture. Dans les choses moi, qui me fascinent aussi, c'est les romans photos. On a cette photo là qui parle beaucoup, et là on est pareil on a le côté série B dont je parlais tout à l'heure dans les romans photos. C'est pareil quand même, c'est tout un pan. Bon, il y a déjà eu des expos et des choses sur le sujet, parce que c'est vraiment un type, une forme d'art, hein, vraiment. Mais pareil, avec toujours un côté un peu maladroit, avec un côté au public auquel c'est destiné, on le lit vite fait, on le jette, et voilà, tout le monde est baisé, très cliché. Là on retrouve un peu celui-là il est connu, ce cookbook, parce que bon, il y avait un travail déjà graphique, mais il est assez extraordinaire. Les vieilles pubs des années 70 ou 80, encore une fois, les textures, les couleurs, les associations, son sourire complètement déjà, les intérieurs, les moquettes, les choses comme ça. Enfin, moi, c'est vraiment. Je vais souvent à Emmaüs acheter des vieux bouquins que personne n'a envie d'avoir, avec des intérieurs complètement moches, et je dois être le seul à les acheter, je pense. Mais quand je vais à Emmaüs, le mec du bouquin, il me reconnaît, il me dit « Ah, c'est l'artiste !» Parce que je prends à chaque fois que des bouquins dégueulasses. Des intérieurs ou des meubles rustiques, tu vois. Oh, super, très bon choix. Voilà. Mais il y a toujours. Voilà. Bon, voilà, on a abordé à peu près toutes ces choses-là, et je pense qu'on a fait le tour. Et je parlais sans micro. Oui, effectivement. Donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai rien enlevé des 79 images, parce qu'en effet, je crois qu'elles ont toute leur place dans tes influences, que ce soit autant au niveau des mises en scène, de la composition, les lumières, les couleurs, les objets, mais aussi voilà, ces ambiances et ces atmosphères un peu pesantes, ces lieux singuliers, et à la fois ces personnages. Alors là, bon, effectivement, on connaît tous les modèles, donc oui. Ça vaut pas. Oui. Voilà, je veux que personne se sente froissé par ce que je vais dire, mais des personnages peut-être un peu décalés par rapport à ce qu'on a l'habitude de montrer en photographie, ou en tout cas, on n'est pas à la recherche d'une esthétique au sens propre du terme, mais véritablement d'une esthétique qui est là, mais peut-être en décalé, ou avec un petit pas de côté. Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que toutes les images que tu nous as montrées, que ce soit autant au niveau dans le domaine du cinéma, de la photographie, ou même de la peinture, on voit absolument dans chacun de ces exemples, là tu as pris la couleur, là tu as pris des objets, là tu as pris une période, une époque, les années 70 notamment, et donc c'est vraiment tout à fait cohérent, et je trouve que la sélection permettait bien d'illustrer ton travail, et c'était un peu le but de cette discussion. Donc je voulais quand même citer Bukowski et Paul Auster au niveau de la littérature. On vous laissera aller voir tout ça. Et avant de laisser la parole au public, je voulais te poser une question, une autre, au regard de ce qu'on ressent de ton travail ici.
j'aimerais connaître ta vision du monde. Oh. Elle n'était pas prévue celle-là, mais j'adore le faire. Bra. Alors débrouille-toi avec ça. Ouais, mais en même temps, tu peux aussi faire un bra. Putain. Ah ouais, mais là c'est. Au regard de ton travail, ça c'est un indice. Oh. Je sais pas, ça c'est toi qui peux répondre à cette question, non? Ça, c'est... Comment il est fort. Non, moi je sais. Non, franchement, là je pense que j'ai la même vision que tout le monde. Je pense qu'on ne sait pas trop ce qu'on fout là en fait. Et je pense qu'on est tous pareils, même ceux qui disent qu'ils ont tout compris. Je pense qu'on est tous un peu fascinés et terrifiés par ce qu'il y a sous nos yeux en fait. Et je pense que c'est ni plus ni moins que cette interrogation en fait, autant sur le cadre que sur les êtres. Ouais, c'est un gros point d'interrogation en fait. Là, tu vois, voilà. Quand tu veux. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que j'aurais oublié de te poser une question dans le cadre de cette Non, je voulais vraiment entretien. vous dire merci d'être venu. Et c'est pas un exercice facile de se livrer. C'est pas un exercice facile d'écouter aussi parce que ça peut être chiant, je peux comprendre. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et merci d'être là, c'est chouette. Et puis si après vous prenez le temps, c'est super intéressant de faire ça parce qu'après, pour ceux qui ont déjà vu l'expo, vous allez pouvoir vraiment la voir d'une autre façon. Oui, on voit les œuvres avec un autre regard, en effet. Merci de votre attention, de votre écoute, de votre présence surtout. Et donc, à bientôt à l'espace Brancy. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.